Bienvenue dans ce podcast dédié à celles et ceux qu'on entend trop peu. Ici, on donne la parole aux étudiants et étudiantes qui vivent l'université autrement. Des étudiants et étudiantes internationaux qui ont trop souvent du mal à trouver leur place. Parce qu'au-delà de la précarité financière, il existe une réalité plus silencieuse, la précarité sociale, celle qui isole, qui freine l'expression de soi, qui fait douter et qui parfois empêche de s'intégrer pleinement dans la vie étudiante. Dans chaque épisode, on ouvre un espace sûr, bienveillant et sans jugement. Un espace pour se raconter, pour comprendre, pour partager des expériences, des difficultés, mais aussi des stratégies qui conduisent à des victoires forgeant ainsi la résilience. Installe-toi, respire et laisse nos histoires te transformer. Bienvenue dans notre podcast qui parle d'intégration. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un sujet essentiel quand on parle d'université, de diversité et d'intégration, l'accompagnement des étudiants internationaux. Donc chaque année, des milliers d'étudiants arrivent en France pour étudier, parfois pour la première fois, loin de leur famille, dans une nouvelle langue, une nouvelle culture et souvent avec une montagne de démarches administratives à gérer. Pour les aider à traverser cette période, il existe un dispositif, le tutorat, des tuteurs qui donnent de leur temps pour accompagner ces étudiants dans leur adaptation, dans les cours, la compréhension de la langue française et finalement, ils se montrent être une aide dans ce parcours qu'est l'intégration à la fac. Dans cet épisode, nous accueillons justement ceux qui vivent cette expérience de l'intérieur, des tuteurs étudiants. Et avec eux, on va explorer comment leur regard a évolué, ce qu'ils observent chez les étudiants internationaux, quelles difficultés reviennent le plus souvent et comment, selon eux, l'université, professeurs compris, participe ou non à une bonne intégration. On va aussi parler de ce que le tutorat leur apporte, des rencontres qu'ils ont faites et de ce que cette expérience change chez eux, humainement et socialement. Bref, aujourd'hui, on ouvre une fenêtre sur les coulisses de l'intégration universitaire, vue par ceux qui accompagnent, qui soutiennent et qui parfois apprennent tout autant qu'ils aident. C'est parti. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va tous se présenter. Moi, c'est Ursule, je suis étudiante en sociologie. Et pour rappel, on reçoit aujourd'hui Raphaël, qui est étudiant en FLE et qui est également tuteur. Voilà, je vais te présenter. Bonjour, je m'appelle Raphaël Brunet, je suis étudiant en M1 FLE, donc première année de master en français langue étrangère, pour but d'enseigner le français soit à des étrangers, soit à des expatriés, enfin à toute personne qui souhaite apprendre le français, que ce soit sur le territoire français ou à l'étranger. Et je viens d'une licence de langue, littérature et culture étrangère anglais. Merci Raphaël. Alors moi c'est Odélia, étudiante en sociologie, tout comme Ursule. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ça fait combien de temps que tu es tuteur et aussi pour quelles raisons tu as voulu être tuteur? Alors, déjà, avant d'être tuteur, j'ai été prof particulier pendant 1 an, donc au cours de ma L3 en langue anglaise. Et ensuite, en début d'année de Master 1 français langue étrangère, on nous a proposé d'aller donner des cours de renforcement du français à des étudiants étrangers qui venaient à la fac, notamment des étudiants de L1 Histoire. Donc, on nous a présenté la chose en nous présentant des profils qui ne maîtrisaient pas très bien le français. Notre professeure référente nous disait qu'il y avait beaucoup de travail à faire. On a des supports pour nous aider dans nos cours, des points méthodologiques, etc., pour vraiment arriver à construire une base de méthodologie pour leurs cours. Donc, à mon sens, les 2 buts premiers
du tutorat, c'est le fait d'arriver à ce que les étudiants puissent suivre leurs cours en autonomie et le fait de renforcer leur rédaction en français, réduire les fautes de langue et surtout améliorer leur intelligibilité, donc le fait qu'ils soient compréhensibles, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc que la langue ce soit pas une barrière à la compréhension, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Est-ce que avant de devenir tuteur, ces questions-là t'intéressaient? Tu t'étais déjà interrogé sur ces questions-là? Personnellement, oui. Et de toute manière, je pense que quand on se destine au master FLE, c'est des questions qui doivent se poser, que ce soit pendant le master ou avant le master, puisque on est amené à travailler avec des allophones, donc des gens qui ne parlent pas la langue du pays, et qu'ils soient en situation aisée, en situation défavorisée, ou quelle situation que ce soit, notre but, nous, c'est d'enseigner le français et de leur apporter non seulement une langue, mais aussi une culture dans leur objectif. Ok. C'est pas d'imposer un enseignement sans adaptation ni aucune considération de celui qui apprend. C'est vraiment s'adapter à celui qui apprend pour offrir un enseignement du français qui soit le plus logique, le plus ciblé possible. Donc là, dans le cas des étudiants étrangers en L1 Histoire, comme j'ai dit, c'est qu'ils puissent comprendre leurs cours et qu'ils puissent se faire comprendre quand ils écrivent ou parlent français. Et, moi, je voulais savoir aussi si ta perception des étudiants internationaux, elle avait changé au fil du temps. Parce que je sais que généralement, quand tu es étudiant étranger, il y a quand même certains préjugés, certains stéréotypes où on n'a pas forcément envie de découvrir l'autre, notamment qu'il y a la barrière de la langue. Donc, est-ce que toi aussi, avant d'être vraiment dans ce milieu où tu les côtoies, est-ce que tu avais une perception différente d'eux ou des appréhensions, ou est-ce que toi, Raphaël, en tant qu'individu pas tuteur, est-ce que tu serais directement allé vers eux? Alors, déjà, dans ma licence, on avait des anglophones qui venaient faire la licence en France pour avoir une certification de leur propre langue, mais en France. Et donc, j'ai toujours été attiré par les étudiants étrangers, que ce soit humainement ou intellectuellement, parce que c'est une ouverture d'esprit et une autre manière de penser le monde et de voir même l'éducation qui est franchement impressionnante. Ça fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et deuxièmement, au début du tutorat, je pensais que les étudiants internationaux, c'était des gens qui étaient forcément ouverts, puisqu'ils avaient décidé de partir à l'international, des étudiants forcément ouverts, qui voulaient découvrir et tout ça. Et en fait, je me suis confronté à pas mal d'étudiants internationaux qui, une fois dans le pays étranger, soit avaient le mal de leur pays, soit n'arrivaient pas du tout à s'intégrer dans un premier temps, et donc ils se retrouvaient renfermés sur eux-mêmes, puisqu'ils avaient peur du jugement d'autrui, ils avaient peur de ne pas justement arriver à rentrer dans cette case d'étudiants et d'être rejetés en fait, puisque si ils n'arrivent pas à sociabiliser dans leur licence ou dans leur cursus, ça peut renfermer. Ensuite, ils ont un désavantage par rapport aux autres, puisque la sociabilisation dans une licence, ça permet aussi de favoriser le travail, et donc ils perdent cet avantage-là. Donc il y a ce mal-être d'être dans un pays étranger, le désavantage de ne pas avoir de soutien dans sa licence, et donc il se retrouve renfermé, et c'est un cercle vicieux en fait,
où plus ils vont essayer, plus ils vont pouvoir faire le moins d'efforts et plus ils vont se renfermer sur eux-mêmes, sachant que quand il y a des étudiants étrangers qui n'arrivent pas à sociabiliser, souvent ils vont avoir ce qui est totalement inhumain à mon sens, mais ils vont avoir un peu une réputation de personnes qui ne veulent pas s'intégrer, et du coup ça va encore rentrer dans le cercle vicieux de l'isolement. Et au premier tutorat, j'ai rencontré une personne qui me disait que, ouais, à part venir à la fac pour ses cours et rentrer chez elle pour manger, dormir et survivre, en fait, c'était vraiment une survie pour lui, il faisait pas grand-chose. Et donc, au fur et à mesure des tutorats, je l'ai aidé à communiquer d'abord avec son groupe classe. Je lui ai montré différents endroits dans Rouen où on pouvait faire des rencontres, pas forcément juste la fac, où c'était vraiment un milieu où chacun avait son idée des autres. Là, il pouvait rencontrer des gens hors du moule de la fac, et donc perdre cette étiquette-là d'étudiant étranger, tout en découvrant la ville dans laquelle il étudiait. Et depuis, j'ai remarqué qu'il a réussi à beaucoup plus s'intégrer, d'avoir une vie hors de la fac dans la ville de Rouen, et une vie à la fac, et cette fois-ci, quand il rentrait chez lui, il n'avait plus cette sensation de vide, mais il me disait que maintenant, quand il rentrait chez lui, il était fatigué de sa journée parce qu'il avait communiqué avec plein d'autres gens toute la journée, il avait eu ses cours, et donc il avait une sensation de satisfaction quand il rentrait chez lui. Et c'est ça que j'ai premièrement adoré dans le tutorat, c'est le fait vraiment d'avoir un impact positif sur l'expérience de ces étudiants internationaux. J'ai 2 questions à te poser. Donc déjà, tu as dit que tu as aidé cet étudiant à communiquer. Donc comment tu l'as aidé à communiquer? Et aussi, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que finalement, on se rend compte que le tutorat, c'est pas juste donner des cours, voilà la méthodologie. Mais dans ton cas, par exemple, tu as dépassé ta position de tuteur et tu t'es montré comme un accompagnateur, un aidant ou parfois même un ami. Donc finalement, je me rends compte que j'ai une seule question. Donc, En fait, c'est ce qu'on nous apprend et ce qu'on découvre aussi dans le Master FLE, c'est que non seulement on est enseignant, mais déjà la conception de l'enseignant qui transmet son savoir, aujourd'hui, elle a un peu perdu son sens parce que c'est pas ça qu'on recherche. Et donc, on se voit plus comme des acteurs sociaux qui représentent un milieu social, une culture, des valeurs, parce que c'est ça que représente la langue pour moi, c'est un moyen de communication, une culture, des valeurs, qu'elles soient en contradiction ou pas, c'est pas ça le problème. Justement, ça permet d'ouvrir l'esprit, de se dire j'avais pas forcément pensé à ça, mais autre part, ça se fait. Et donc, c'est ça que j'adore aussi dans les langues. Et pour revenir à l'étudiant, quand on a commencé le tutorat, donc on avait la consigne du renforcement du français. Donc, j'ai pas du tout suivi le continuum qu'on nous avait donné en soutien. Donc, c'était du continuum sur du renforcement de l'écrit, de l'expression écrite, de la compréhension. C'était pas ça la priorité avec cet étudiant-là. C'était vraiment communiquer avec ses pairs. Okay. Et donc, on a essayé de travailler l'oral. On a fait des conversations. On a vu des dialogues types où on apprenait à communiquer avec des camarades, avec des profs, en dehors de la fac. J'en parlais tout à l'heure. Et donc, on a développé cette compétence-là de communication à l'oral en essayant de varier en fonction des strates sociales et du lieu où on en est. Donc, c'est la variation du français. On ne va pas parler à un professeur de la même manière qu'on ne va pas parler à un étudiant avec lequel on n'est pas proche. Plus on se rapproche de lui, plus on va changer de langage commun. Et donc, c'est
tout ce langage-là qui n'est pas appris scolairement. Les étudiants internationaux, quand ils arrivent à la fac, avant, ils devaient avoir un français niveau B1. Maintenant, je crois que ça a été augmenté au niveau B2. Ce qui, je trouve, est pas si bête, même si ça prive à certains. Mais c'est pas si bête parce que ça évite, ça a une volonté d'éviter cet isolement, puisqu'en B2, on devrait être capable de communiquer avec ses pairs et de s'adapter en fonction du locuteur avec qui on intervient. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai voulu travailler avec cet étudiant-là. Et pour moi, ça a en partie réussi, puisque maintenant, il est totalement intégré, entre guillemets, parce que l'intégration, ça aussi, c'est une autre question, à sa licence, à la ville dans laquelle il habite. Il ne la voit plus totalement comme une ville étrangère. Maintenant, il se l'est approprié, il a des lieux où il a l'habitude d'aller, il s'est vraiment fait sa vie ici. Et donc, c'est lui qui s'est approprié l'endroit. C'est pas moi qui l'ai forcé dans un moule étudiant. Donc, moi, j'ai joué un rôle, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acteur social et d'accompagnant dans cette appropriation-là. C'est vraiment partie de l'étudiant pour construire des cours pertinents. Quand on t'entend parler, on voit vraiment que c'est toi qui fais un pas vers l'étudiant, c'est toi qui... tu as parlé du fait de ne pas suivre forcément le canevas qui était imposé par le tutorat. Donc, est-ce que tu penses que c'est le tuteur qui justement permet cette intégration? Parce que ton exemple, c'est vraiment toi qui a essayé de communiquer avec l'étudiant, c'est toi qui a vu que il avait des problèmes de communication, donc on met de côté ce qu'on devait faire et on adapte les cours pour l'aider. Donc, est-ce que tu penses que le tuteur joue un grand rôle dans cette intégration ou pas? Je ne sais pas si tu as compris la question ou pas. Pour moi, c'est la première mission du tuteur, c'est s'adapter à l'apprenant, à l'acteur social qu'il a en face de lui. Et je dis pas que avoir un canevas de cours, c'est mauvais. Au contraire, c'est une base sur laquelle on peut se reposer pour travailler les choses qui devraient être acquises à la fin du cursus. Et je me repose sur ce canevas quelquefois pour travailler avec les étudiants. Quand ils me demandent, par exemple, ils ont un oral qui va arriver ou alors ils ont une dissertation qui va arriver, je me sers de ce cours-là pour avoir des textes, avoir des méthodologies et avoir quelque chose de concret sur quoi travailler. Mais pour moi, le premier rôle du tuteur, donc de l'enseignant, et que ce soit en FLE, que ce soit dans toute institution éducative, ça devrait être le premier rôle de l'enseignant, c'est s'adapter aux besoins de celui qui apprend. Et donc, tu nous as aussi parlé de la difficulté à s'ouvrir avec les pairs. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés dont on t'a fait part, comme le rythme universitaire, la relation avec les professeurs ou les démarches administratives, le logement ou autre? Et cette question, elle se pose pas seulement pour ton tutorat en FLE, vu que tu as dit que pendant ta formation LCER, c'est bien ça, LCER. Du coup, tu essayais de t'ouvrir aux personnes internationales et de découvrir leur monde. Est-ce que dans ce contexte-là aussi, ou dans tout autre contexte, tu as vu des difficultés fréquentes de personnes internationales qu'elles rencontraient, quoi? Alors, toute personne internationale donc venue de l'étranger pour étudier en France que j'ai rencontrée, toutes ces personnes-là, elles ont eu au moins à un moment de leur parcours
des problèmes avec l'administration. Ça, c'est indéniable. Il y en a toujours, que ce soit au niveau de l'administration de la fac, que ce soit au niveau de l'administration communale ou même du pays en général. Il y a toujours des choses qui débloquent. Donc, toujours de mon expérience en licence, on avait quelqu'un dans la licence qui venait de Turquie. Et en fait, il était reparti en vacances entre 2 semestres. Et quand il est revenu, il n'a pas pu rentrer sur le territoire français comme il voulait, parce qu'il y avait eu une erreur administrative. Et donc, il s'est fait mettre en cellule durant l'attente de son procès. Heureusement, il a pu prendre un avocat et défendre son cas. Il a gagné le premier procès. Et je dis bien le premier parce que la cour a fait appel. Et donc, il a regagné le deuxième procès. Donc, il a eu gain de cause, heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'avait rien fait. Et en fait, ça, c'est tout le temps. Des visas étudiants qui se terminent trop tôt dans l'année. Et donc, il y a des étudiants qui se retrouvent sans papier réel dans l'attente de leur papier donné par la préfecture. Même en faisant la demande de papier avant d'arriver sur le territoire, ils ont leur visa étudiant. Et arrivé à la fin de leur visa étudiant, leur demande, elle est toujours en examen, quoi. Donc, ils se retrouvent avec un stress en plus du stress des études. Et c'est terrible, quoi. Donc, qu'un visa étudiant ne soit pas sur l'année, mais seulement sur le début de l'année, pour moi, c'est très mal pensé. Parce qu'un étudiant ne devrait pas se soucier de son statut citoyen pendant qu'il est en train d'étudier, alors qu'il a eu l'autorisation de venir sur le territoire français et qu'il est là pour étudier. C'est même pas un visa de voyage, c'est un visa d'études. Donc, pour moi, je sais pas, je dirais pas que ça me révolte, mais ça me rend un peu étonné, ça m'étonne, quoi. Et la deuxième question, c'était quoi? Je sais plus, je suis un peu perdu là dans mes explications. C'était toujours sur les mêmes problèmes. Enfin, on avait donné des exemples. Donc là, tu nous as parlé des problèmes administratifs. On avait aussi demandé au niveau des cours aussi. Mais juste avant que tu répondes à cette question, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que le cas de cet étudiant qui venait de Turquie, lui, il a été chanceux en fait parce que moi, je connais des étudiants étrangers qui n'ont pas forcément des moyens financiers de s'offrir un avocat. Donc ça veut dire que très clairement, il doit comprendre que c'est terminé ou qu'il doit abandonner ses études, peut-être rentrer chez lui. Donc c'est comme tu dis, c'est révoltant en fait. Ça pose beaucoup de questions. Et au niveau de l'administration, aussi à la fac, quel genre de problèmes ces étudiants ont rencontré, si ils t'ont plus explicité la situation, quel genre de problèmes ils ont pu rencontrer? Alors, au niveau de la fac, ça reste moins grave, entre guillemets. Souvent, c'est des problèmes d'emploi du temps, c'est des problèmes de dossiers qui n'arrivent pas à temps pour le début de l'année. Mais dans ce cas-là, très souvent, les profs sont très compréhensifs et ne rejettent pas l'accès aux cours à ces étudiants-là parce que maintenant, ils sont habitués. Ils sont au courant que l'administration, c'est quelque chose de lent et que des étudiants internationaux, de toute manière, ça peut apporter qu'un plus dans un cours et c'est pas une menace, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour apprendre, s'ouvrir au monde, etc. Et donc, pour revenir tout à l'heure sur les problèmes liés au cours, le deuxième problème majeur que j'ai rencontré avec les étudiants internationaux, le problème que eux ils ont rencontré, c'était le débit de parole dans les cours. Quand
souvent, quand ils apprennent le français de leur côté avant de venir en France, les débits oraux auxquels ils ont affaire, ils sont assez lents, assez intelligibles, compréhensibles. Et en fait, dès qu'on vient dans un milieu universitaire, le débit de parole, il est très rapide. Et donc, même quelqu'un de natif français ne peut pas avoir des notes complètes sur un cours. Et donc, quand on couple ça au fait d'être isolé par rapport à sa licence, on peut demander à personne pour avoir des compléments de cours, etc. Donc, on se retrouve à être totalement démuni face à un cours qu'on ne comprend pas totalement parce qu'on n'a pas l'habilité langagière nécessaire. Et donc, ouais, il y a certains profs qui sont compréhensifs et qui remettent leurs cours sur Universitis pour permettre à ces étudiants internationaux de pouvoir reprendre les cours et de ne pas être lésés par rapport à d'autres étudiants. Mais il y a certains profs qui ne s'adaptent pas vraiment. Parce que soit ils ne sont pas formés à ça, soit ils ne se rendent vraiment pas compte de la difficulté que c'est d'arriver dans un nouveau pays et de devoir vraiment déchiffrer activement tout ce à quoi on est confronté, quoi. Et tu as dit que tes tutorés, c'est des étudiants en histoire. Est-ce que dans les autres je sais pas comment dire, facultés, oui, les autres filières, les autres facultés, pour les personnes dont le français n'est pas la langue native, ou même des étudiants internationaux en général, parce que il y a le choc culturel, il y a plein de facteurs qui peuvent les isoler, les freiner. Est-ce que tu connaîtrais d'autres dispositifs ou d'autres moyens d'accéder à ce genre de tutorat qui sont, vu comment toi tu les proposes, je les trouve plus humains, plus adaptés à la personne, et voilà. Alors, ça dépend vraiment des filières, parce qu'il y a des filières où le tutorat, il est en très grand groupe. Il y a des tutorats en médecine où ils sont plus de 200 à suivre le tutorat. Nous, on a de la chance d'avoir des cours avec 4 étudiants. Le plus que j'ai eu, moi, c'est 4 étudiants en même temps. Donc, on peut toujours s'adapter vraiment à des cas très spécifiques. Mais ça dépend vraiment des modalités de tutorat. Si on est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus compliqué très vite. Si c'est des matières qui n'exigent pas forcément le français écrit, tout de suite, on va plus pouvoir soutenir d'autres choses qui vont être plus utiles au tutoré. Nous, ce qui nous donne la chance de suivre au plus près ces étudiants-là, c'est qu'on est dans une filière où on est préparé à l'accueil et à l'apprentissage d'étudiants étrangers. Et donc, c'est vraiment, vraiment une collaboration entre deux filières. C'est grâce à Madame Laurence Vigne, notre directrice de master, qui nous a mis en relation avec notre professeure référente, Madame Letellier. Et donc, ouais, c'est vraiment cette chance qu'on a là d'avoir cette formation-là en bagage et de pouvoir la mettre en pratique vraiment dès la première année de master, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi je pense que les études, la filière dans laquelle on est a un grand rôle à jouer dans l'intégration. Parce que nous, par exemple, en sociologie, on a tout un cours sur les politiques d'égalité, la discrimination. Donc ça fait déjà que les profs sont plus conscients de ces difficultés. Et vous aussi, vu que vous êtes beaucoup plus enclin à enseigner le français à des étudiants qui ne parlent pas forcément cette langue, vous êtes plus enclin à les aider et plus conscient des questions d'intégration. Et en fait, je me rends compte que si on n'est pas préparé ou naturellement intéressé par ce genre de questions, on peut très vite mettre de côté un étudiant étranger, un étudiant qui vient d'arriver, où moi j'ai eu des retours d'expérience d'étudiants qui ne vivaient pas en France, qui ne comprenaient pas la langue, qui ont été confrontés à
de l'humiliation de leurs professeurs ou parfois même à du racisme. Donc je me dis que la filière joue un rôle très important dans l'intégration des étudiants. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Pour rebondir, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais par exemple, quand on était en L1, on n'était pas aussi aguerri sur ces sujets-là. En L2, même en L3, ça commençait à venir. Mais je trouve que c'est quelque chose, même si c'est une semaine de formation, même pas tant, peut-être une demi-journée ou une journée au début de l'année dans les L1, une personne qui est formée à ces sujets-là vient et ce sera un cours obligatoire limite où on sensibilise les étudiants à ces questions-là parce que c'est pas normal qu'une institution dans laquelle on est censé acquérir des savoirs, s'épanouir, il y ait tant d'inégalités, enfin c'est une inégalité, c'est une certaine violence, c'est violent pour les personnes qui le vivre partir de chez soi, de chez sa famille et venir faire construire sa vie et faire face à ces violences-là, c'est compliqué. Et imaginez une personne qui sort de chez elle le matin, vient en cours, retourne le soir à la maison sans avoir parlé à une seule personne, sauf peut-être s'il est passé à la cafétéria, s'il a pu acheter un truc et la vendeuse lui dit bonjour, au revoir. C'est la seule interaction humaine, c'est pas très normal, quoi. Ce fait d'être sensibilisé à autrui et au respect d'autrui, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours tenu à cœur. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans notre master, puisque de toute manière, quand on pratique les langues, quand on enseigne les langues, on est confronté à autrui. Et notre but, c'est d'apporter à autrui des bienfaits, que ce soit du savoir, que ce soit du relationnel ou toute autre chose. Donc, je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Le truc, c'est que tous les étudiants ne viennent pas forcément à la fac pour être en contact avec autrui. On n'a pas tous le même bagage social. Et donc, il y a des étudiants, même sans forcément avoir eu de mauvaises expériences, ne sont pas ouverts à ces choses-là. Et donc, ils peuvent se retrouver à avoir des maladresses ou à blesser autrui sans en être conscient, puisqu'il n'y a pas eu de sensibilisation à ce niveau-là. Et il y a même eu le cas où il y a des étudiants qui étaient sensibilisés et qui prenaient le contre-pied total de cette sensibilisation parce qu'ils ne trouvaient pas ça normal, tout simplement. Donc pour moi, ça a beaucoup à voir avec justement la sensibilisation dans l'éducation, mais aussi le bagage social de la personne qui va être sensibilisée. Voilà, parce que on peut jamais prévoir la réaction de quelqu'un face à quelque chose. Et pour rebondir aussi, un moment quand on a parlé des professeurs qui parfois ne sont pas indulgents face à ces étudiants qui viennent d'arriver, je t'ai vu hocher la tête. Donc, est-ce que tu as des retours d'expérience par rapport à cette question ? Sans avoir eu forcément d'expérience personnelle ou d'expérience rapportée sur ces sujets-là, il peut y avoir évidemment des violences verbales qui sont très fortes des professeurs envers les étudiants, mais ça peut aussi être des toutes petites choses qui, accumulées dans une journée, une semaine, un mois, un semestre, font que l'étudiant ne se sent pas du tout accepté dans un endroit. Ça peut être qu'un étudiant ne peut pas être interrogé, ou alors quand il passe à l'oral, il est totalement ignoré par tout le monde parce qu'il juge qu'il n'est pas compréhensible. Ça peut être des petites remarques du professeur jour après jour, semaine après semaine, qui viennent blesser cet ego-là de l'étudiant étranger, parce que ça vient détruire son amour-propre, quoi. Et donc souvent, oui, on pense aux violences les plus graves, mais il y a aussi des violences qui sont totalement intégrées et continues, qu'on remarque moins, mais qui sont tout aussi importantes.
Et selon toi, est-ce que l'université facilite suffisamment l'intégration de ces étudiants, que ce soit au niveau administratif, au niveau humain, donc avec les professeurs? Est-ce que tu trouves que, ou même les pairs, est-ce que tu trouves que l'université met suffisamment de dispositifs en place pour permettre à ces étudiants de mieux s'intégrer ou pas? Premièrement, le tutorat, c'est déjà un très bon dispositif pour l'intégration des étudiants étrangers. Ensuite, je trouve personnellement qu'avec les moyens qu'a l'université, les dispositifs mis en place sont largement, non pas suffisants, mais ça correspond aux moyens qui sont alloués à l'université. Je veux dire par là que on n'est pas une université qui va injecter tout son budget dans la rénovation des bâtiments ou alors la consolidation des cours ou quoi que ce soit. Je trouve qu'à ce niveau-là, le budget qui est alloué à l'intégration des étudiants étrangers, il est très bien respecté. Il n'y a pas de détournement à ce niveau-là. Par contre, comme dans toute institution, évidemment, on pourrait faire beaucoup plus de choses. On pourrait intégrer beaucoup plus de dispositifs. À la BU, on a des livres et des ressources qui sont accessibles en langue étrangère, mais c'est pas suffisant. On a la chance d'avoir encore des pôles documentaires où on a des bibliothécaires qui sont accessibles, qui peuvent nous aider à trouver des ressources et donc qui peuvent être utiles à des étudiants étrangers. Ça, c'est une force. Et avec le projet d'une BU centrale, ça va se perdre parce qu'on aura beaucoup moins de libraires, oui, beaucoup moins de gestionnaires pour beaucoup plus de livres et de ressources. Donc, c'est un combat constant que de renforcer ces dispositifs d'intégration-là et de les multiplier, de les renforcer et de les améliorer. Et tu as aussi dit que le tutorat était un bon dispositif mis en place par l'université, mais j'ai envie de dire, là, c'est le tutorat FLE. Donc, un tutorat général, un tutorat de maths ou de physique, est-ce que ça intègre vraiment l'étudiant international qui ne comprend pas du tout? Est-ce que ça intègre vraiment ou pas? Après, c'est ton avis. Alors, du coup, à mon avis, ça reste à la charge du tuteur. Parce que même dans notre tutorat, on a un dispositif d'intégration universitaire, surtout à l'écrit, pour développer l'aisance à l'écrit. Mais oui, pour moi, ce niveau d'intégration des étudiants étrangers, ça va rester à la charge du tuteur. Avec la formation au tutorat, c'était à partir de cette année, je crois, qu'il y a eu commencé à avoir des formations de tutorat. Et on a beaucoup d'outils, que ce soit pour l'adaptation aux étudiants en situation de handicap, que ce soit pour l'adaptation aux étudiants étrangers. On a pléthore de formations pour nous aider vraiment à offrir un tutorat de qualité et adapté à toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Donc, je maintiens mon propos, le tutorat, que ce soit au niveau du tuteur ou au niveau de la formation, ça reste un très bon dispositif humain pour accompagner les étudiants en situation d'intégration. Pour rebondir, moi je trouve que, vu que tu as expliqué un peu qu'est-ce qui manquait à la fac et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, moi je trouve qu'un point qu'on peut améliorer à la fac aussi, c'est la communication. Par exemple, le tutorat FLE, je ne pense pas que tous les étudiants soient forcément au courant et conscients qu'il y a un tutorat de ce type qui pourrait les aider à apprendre le français et faciliter leur intégration. Et aussi tout ce qui est soirée étudiante pour les nouveaux venus, etc. Je ne trouve pas qu'il y a forcément une grande communication dessus. Dans la semaine, on nous parlait d'une soirée étudiante qui était faite pour les étudiants qui venaient d'arriver, mais qu'il fallait qu'ils passent par des plateformes précises comme Campus France. Alors que moi, par exemple, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai été dans un lycée français, donc
je suis automatiquement passée par la plateforme Parcoursup. Mais ça n'empêche pas que quand je suis arrivée à la fac, il n'y a pas forcément eu de communication pour dire bah voilà, tu viens d'arriver, il y a une soirée qui est faite pour toi, ce serait bien que tu ailles et que tu découvres d'autres personnes. Donc je pense qu'il y a quand même cette zone d'ombre au niveau des étudiants internationaux qui arrivent, qu'il faudrait peut-être mettre en lumière. Donc c'est tout pour moi. Je ne sais pas, Ursule, si tu as des questions encore. Une dernière question. Est-ce que tu dirais que le tutorat a changé quelque chose dans ta façon, dans ta future pratique ou dans ta façon d'être aussi et de voir les choses en général ou pas? Alors, évidemment, le tutorat et le fait de rencontrer, d'enseigner à des étudiants, qu'ils soient étrangers ou pas, ça me change tous les jours. Ça me fait découvrir plein de choses. Il n'y a pas que les étudiants qui découvrent, qui apprennent. Moi aussi, j'apprends beaucoup d'eux. Et donc, c'est un échange constant et c'est une évolution constante de ma manière de penser, de ma manière d'enseigner, etc. Pour revenir sur ce que tu disais juste avant, au niveau de l'intégration des étudiants étrangers, il faut militer au niveau de la fac pour, justement, comme on parlait tout à l'heure, améliorer les dispositifs d'intégration. Mais on peut aussi militer auprès des bureaux d'étudiants, des BDE, pour qu'eux produisent une communication encore plus adaptée aux étudiants internationaux, des soirées où les étudiants internationaux peuvent s'intégrer avec des personnes lambda qui viennent à des soirées étudiantes, faire des soirées uniquement pour les étudiants internationaux. En fait, ça les marginalise par rapport aux étudiants lambda. Et pour moi, c'est plus la mixité de cette communication-là qu'il faut améliorer. Et donc, ouais, il y a un gros militantisme à avoir au niveau des BDE pour que eux aussi adaptent leur contenu par rapport à l'intégration des étudiants. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, avant de clôturer l'épisode, j'aime bien poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qui nous a marqué. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase ou un événement. Mais juste, qu'est-ce qu'on aimerait retenir de cette discussion? Donc, je passe la parole à Ursule et après, on revient à moi. Un mot, une phrase, c'est vraiment... c'est pas forcément un mot qui a été dit, mais c'est l'état d'esprit qui se manifeste, ce qu'on a dit, c'est vraiment la bienveillance et l'écoute. Aller vers l'autre, ça prend pas une heure, on n'a pas forcément besoin d'être très sociable, un simple bonjour, ça va. C'est des simples petites choses qui font qu'on montre à l'autre que tu peux t'épanouir ici, bienvenue, quoi. Donc pour moi, c'est des mots qu'on a déjà mentionnés, c'est intégration, comme elle a dit, bienveillance et accompagnement. C'est 3 choses que je retiendrai le plus, avec quand même aussi l'ouverture d'esprit et la sensibilisation à cette ouverture d'esprit. Pour moi, ce sera pareil comme vous, donc je vais éviter de répéter les mêmes choses, mais aussi militer. Donc j'ai beaucoup apprécié quand Raphaël a dit qu'il faudrait aussi aller voir les BDE, parce que tout ne repose pas sur la fac malheureusement, mais aussi il y a des actions que nous-mêmes, en tant qu'individus, dans notre quotidien, on peut changer les choses. Donc militer aussi auprès des BDE pour sensibiliser, si je peux dire ça comme ça, à cette ouverture d'esprit. Donc merci beaucoup Raphaël pour ton retour d'expérience. Merci Ursule et merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui nous écoutent. Et on se retrouve très vite pour notre prochain épisode.